toutes et à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Covid-19 et surgelés importés suscitent l'inquiétude en Chine. L'ascenseur extérieur le plus haut du monde au sommet de la falaise Avatar. On vous explique pourquoi les Chinois utilisent très peu de déodorants. Pour préserver la sécurité de la population, un comté chinois interdit aux habitants de promener leurs chiens en ville. Pour finir ce journal, nous nous rendrons dans le nord-ouest de la Chine, à Linxia, une ville de la province du Gansu surnommée la petite Mecque de la Chine. Nous irons découvrir sa richesse culturelle et ses nombreux trésors. À Tianjin, dans le nord de la Chine, mercredi, 2 employés de la chaîne du froid ont été testés positifs à la Covid-19. Il n'y a actuellement aucune preuve que les gens puissent attraper le virus à partir d'aliments ou d'emballages alimentaires, mais la Chine reste méfiante vis-à-vis des aliments surgelés importés liés à plusieurs foyers d'infection. Si la Covid-19 a été observée pour la première fois en Chine fin 2019, le pays n'enregistre à ce jour plus qu'une poignée de nouveaux cas quotidiens, la plupart étant généralement des voyageurs venant de l'étranger. Mais de vastes campagnes de dépistage d'aliments importés ont été organisées récemment après la découverte de traces de coronavirus sur des emballages. La Chine a endigué l'épidémie depuis le printemps grâce à des mesures draconiennes et au port du masque. Cependant, elle a fait état mercredi de 2 employés de la chaîne du froid malades à Tianjin, au nord du pays, dans un contexte de méfiance croissante vis-à-vis des aliments surgelés importés liés à plusieurs foyers d'infection. Dans la ville de Wuhan, où le virus avait été repéré pour la première fois, les autorités ont déclaré vendredi dernier avoir détecté le SRAS-CoV-2 sur du bœuf congelé en provenance du Brésil. 4 autres municipalités ont fait état la semaine dernière de la présence de coronavirus sur des échantillons d'aliments surgelés venus de l'étranger, dont du porc argentin et du poisson indien. Les douanes chinoises ont déclaré vendredi dernier avoir jusqu'à présent testé plus de 800 000 échantillons de produits congelés importés et suspendu les livraisons de 99 fournisseurs étrangers. Les soupçons remontent à juin, en plein foyer d'infection à Beijing, lorsque des traces de virus avaient été détectées sur du matériel servant à traiter le saumon d'importation. Quant aux 2 employés de Tianjin, grande métropole portuaire située à 100 km au sud-est de la capitale, ils avaient tous deux été précédemment en contact avec des produits alimentaires de la chaîne du froid contaminés, ont indiqué les autorités. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a actuellement aucune preuve que les gens puissent attraper la Covid-19 à partir d'aliments ou d'emballages alimentaires. Paul Tambia, expert des maladies infectieuses à l'Université nationale de Singapour, estime que la transmission de la maladie par la nourriture surgelée est possible, mais elle n'a pas été étudiée de manière exhaustive. Nous ne connaissons donc pas l'étendue de cette propagation. Beijing souligne régulièrement que si le coronavirus a bien été repéré pour la première fois sur le sol chinois, il est peut-être originaire d'un autre pays. Fin octobre, l'OMS avait annoncé que la mission internationale chargée de déterminer l'origine du coronavirus s'était réunie pour la première fois de façon virtuelle avec des experts chinois. L'OMS souhaite que soit mis en place un ensemble d'enquêtes longues et exhaustives, tant en Chine que dans d'autres pays, pour essayer de déterminer l'origine du virus. La Chine est en passe d'éradiquer l'extrême pauvreté dans tout le pays d'ici 2020, ce qui fera du pays le premier au monde à mettre fin à la pauvreté absolue. Les villageois de Menhuai, dans la province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine, vivaient dans la pauvreté depuis des générations à cause de leur environnement montagneux. Aujourd'hui, les habitants creusent un tunnel, une façon d'y trouver la lumière vers des jours meilleurs. Le village de Mahui, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, est entouré de montagnes. Les villageois vivaient dans la pauvreté depuis des générations en raison des difficultés de transport vers le monde extérieur. Le village de Mahui est niché dans la montagne Mashan. C'était un village très pauvre avec très peu de terres arables. La montagne isolait les villageois du monde extérieur. Nous avions l'habitude d'avoir un chemin de montagne très étroit menant à une sortie. Le long du chemin, de nombreuses vaches et des chevaux meurent chaque année. Les marchandises extérieures ne pouvaient pas être transportées ici et nous ne pouvions rien transporter vers l'extérieur. La nourriture que nous produisions dans le passé ne suffisait pas à nous nourrir. Le plus difficile
difficile était pour les enfants d'aller à l'école, parce que les enfants de 5 ou 6 ans ne peuvent pas marcher sur le chemin escarpé et accidenté. Ils ne pouvaient commencer à aller à l'école qu'à 10 ans. De plus, les villageois ont peur de tomber malades, car de nombreux villageois sont morts en chemin pour se faire soigner. Avec d'autres villageois, Teng Xiang a utilisé une tige d'acier, un marteau et une pelle pour couper à travers la montagne, creusant un chemin reliant le village isolé au monde extérieur. Si vous voulez devenir riche, vous devez d'abord construire des routes. À cette époque, ayant remarqué de nombreuses nouvelles routes construites dans d'autres villages, j'étais vraiment anxieuse. Je pensais que si une route était construite ici, tout serait facile. Ainsi, nous avons décidé de percer cette montagne et de changer notre destin comme les autres. Nous avons collecté de l'argent par nous-mêmes. Chaque villageois a mis 15 yuan pour acheter des bougies, du kérosène, des tiges d'acier et des marteaux. Nous nous sommes assis dans l'eau froide de la grotte, nous avons utilisé nos mains. Une grotte a ensuite été creusée dans la montagne. Deng et les villageois ont commencé à creuser un tunnel en 1999. En 2001, ils ont réussi à construire un tunnel pour qu'une personne puisse le traverser. En 2004, le tunnel a été agrandi pour atteindre environ 1,3 mètre de haut et 1,2 mètre de large. Le 16 août 2011, un tunnel de 5 mètres de haut et 4 mètres de large a finalement été construit. Le jour où la première voiture a roulé dans le village de Marhui, j'ai marché dans le tunnel d'avant en arrière. Mes yeux étaient humides et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit que finalement j'ai tenu ma promesse aux villageois. Puisque ce tunnel est ouvert à la circulation, le village de Marhui voit de l'espoir. Nous ne vivrons jamais dans la pauvreté. Un accès plus facile au monde extérieur a ouvert les yeux des villageois. Plus de 40 étudiants sont allés à Marhui après le forage du tunnel, mettant fin à l'histoire où personne n'allait à l'université ici. Des routes ont été construites dans le village et une ambulance peut désormais récupérer les villageois malades jusqu'à leur porte. Grâce au développement de l'agriculture et du tourisme, le village est en plein essor avec des entreprises florissantes. Le village de Marhui a vu tous ces ménages pauvres sortir de la pauvreté en 2019. Destination Avatar, dans le parc forestier de Zhangjiajie, dans le centre de la Chine, un ascenseur extérieur propose une vue extraordinaire. Ouvert en 2002, l'ascenseur Beilong de 326 mètres est situé dans la province montagneuse du Hunan et reconnu depuis 2015 par le livre Guinness des records comme l'ascenseur extérieur le plus élevé du monde. Glissant sur une structure métallique arrimée à la falaise, les 3 cabines panoramiques aux vitres transparentes emmènent les touristes dans un voyage de 88 secondes, effectué à une vitesse maximale de plus de 5 mètres par seconde. Un bon moyen d'apprécier la vue sans se fatiguer, car à pied, le voyage durait 2 heures et demie. Construit grâce à un investissement de 120 millions de yuan, soit 15 millions d'euros, il est en mesure d'accueillir 50 personnes à chaque voyage. Il est super rapide, s'enthousiasme Jin Silao, un senior tout juste sorti de l'habitacle qui assure n'avoir pas eu peur lors de l'impressionnant trajet payé 125 yuan aller-retour, soit 16 euros. Une des principales raisons pour lesquelles on est venu, c'est que le site a inspiré Avatar. Le film nous a vraiment marqué et c'est vrai que c'est magnifique, touriste de 45 ans venu en famille. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, la zone de Wulingyuan, qui abrite l'ascenseur, s'étend sur 26 000 hectares. Elle est dominée par plus de 3000 piliers de grès quartzite, dont beaucoup dépassent les 200 mètres. Ce site naturel est devenu mondialement célèbre pour avoir inspiré le réalisateur James Cameron pour les décors oniriques de Pandora, la planète fictive sur laquelle se déroule l'intrigue du blockbuster américain Avatar, sorti en 2009. On a construit l'ascenseur parce que la topographie des lieux, tout en verticalité, se prête vraiment à ce mode de transport, explique Liu Jie, le directeur de l'entreprise gestionnaire du pharaonique dispositif. Avant, il n'y avait qu'un téléphérique à la capacité limitée, donc les touristes devaient patienter longtemps ou monter à pied, ce qui prend 3 heures
et n'était pas très pratique. Plus de 8000 visiteurs empruntent l'ascenseur en moyenne chaque jour. Ils étaient toutefois environ 14 000 l'an dernier, avant l'épidémie de Covid-19. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Chinois utilisent très peu, voire pas du tout de déodorant. Alors, est-ce que ces produits ne fonctionnent pas très bien dans le pays? Non, la réponse, ce n'est pas l'hygiène personnelle, mais les besoins de la population chinoise, le marketing et un petit allèle, un gène qui modifie tout. On vous explique. Vous ne vous êtes peut-être jamais demandé, mais de nombreux scientifiques ont examiné de près pourquoi notre sueur peut parfois être si désagréable. Ces informations sont cruciales pour le développement de nouveaux produits d'hygiène personnelle, mais elles sont également cruciales pour comprendre pourquoi en Chine, les ventes de déodorants sont des milliards de moins que dans d'autres pays, avec 4 fois moins de population. La sueur est produite dans les glandes écrines et apocrines et la sécrétion est inodore, c'est-à-dire qu'elle ne sent pas. Ensuite, dans les aisselles, il y a une plus grande concentration de glandes apocrines qui sécrètent des graisses en plus du mélange eau-sel typique de la sueur. Bien que la décharge ne sent pas, comme nous l'avons dit, beaucoup de bactéries vivent sur notre peau. Celles-ci, lorsqu'elles sont nourries par ce type de sécrétion, produisent un certain nombre de déchets qui causent des odeurs. En d'autres termes, les bactéries présentes sur notre peau dévorent la graisse et le reste de la sécrétion, produisant une série de substances volatiles malodorantes. Bien qu'il semble qu'il existe des bactéries de toutes sortes et jusqu'à 19 groupes différents, les vêtements, l'humidité et la température corporelle font de nos aisselles un environnement idéal pour la croissance des bactéries. Les déodorants, cependant, aident à retenir les odeurs, à contrôler les populations bactériennes et à stabiliser les substances qui se décomposent. En bref, ils aident nos aisselles à ne pas sentir si mauvais. Les 110 millions de dollars de ventes de déodorants en Chine en 2016 peuvent sembler beaucoup d'argent, mais en réalité, ce chiffre est assez décevant quand on considère qu'avec plusieurs centaines de millions de personnes en moins, les États-Unis ont réalisé un chiffre d'affaires de 40 fois supérieur la même année. Alors que se passe-t-il? Pourquoi les déodorants ne fonctionnent-ils pas en Chine? Si vous êtes entassé dans un bus en Chine, vous avez sans doute remarqué que malgré le fait d'être entouré d'une vingtaine de personnes en sueur, l'odeur n'est pas particulièrement forte. Et ceci est principalement dû à un gène appelé ABCC11. La population asiatique possède un allèle, une variante pour ce gène qui modifie radicalement la composition biochimique de la sueur. Le gène ABCC11 est également impliqué dans la formation de la cire d'oreille ou la quantité de sébum sécrété. Plus précisément, un génotype prédominant dans la population asiatique associé à une production plus faible de substances volatiles, ce qui signifie moins d'odeur. Par conséquent, en Chine, il est assez facile pour la sueur de ne pas sentir ou de sentir beaucoup moins fort. Ce gène est considéré comme l'un des plus sûrs et des mieux étudiés en ce qui concerne son expression humaine, à tel point qu'il y a des généticiens comme George Church qui préconisaient l'introduction délibérée de mutations comme celle-ci dans le patrimoine humain général. Ce serait bien sûr un eugénisme à part entière, c'est-à-dire une modification génétique qui cherche à améliorer l'être humain par des techniques artificielles, ce qui est complètement illégal. Même si niveau odeur, nous sentirions tous un peu moins mauvais. Alors que dans d'autres pays, la sueur est considérée comme un élément désagréable à combattre, en Asie en général, elle est considérée comme un symbole d'effort et d'amélioration. Mais cela a été un problème sérieux pour les entreprises de produits de soins personnels qui, depuis des décennies, n'ont pas été en mesure de faire flotter ce marché. Cependant, certaines entreprises ont réinventé le produit. En août 2016, la vente de déodorants en Asie a reçu un coup de pouce intéressant. La raison semble être le changement radical du concept. Au lieu des déodorants en spray ou roll-on, les déodorants sont devenus des crèmes déodorantes hydratantes pour les soins personnels. En d'autres termes, nous ne parlons plus d'un produit purement hygiénique, mais ces produits sont devenus un élément de santé esthétique et personnel de plus. De cette manière, la stratégie a radicalement changé la confrontation, gagnant du marché et évitant un problème culturel qui affecte toute l'Asie. Un problème causé par une petite variation génétique qui signifie faire ou perdre des millions de dollars de ventes. Dans le sud de la Chine, le comté de Weixin envisage d'interdire aux propriétaires de sortir leurs chiens sous peine d'abattre ces derniers en cas d'infraction répétée. Une décision qui fait suite à des incidents impliquant des morsures sur des passants
d'après les autorités. Les habitants de Weixin qui ont des chiens seront-ils obligés de les garder à la maison? C'est en tout cas l'une des nouvelles mesures prises par les autorités de ce comté situé dans la province du Yunnan. En cas d'infraction répétée à cette réglementation, la sanction est terrible et sans appel. Le chien est abattu. Les autorités justifient leur démarche en invoquant les nombreux incidents impliquant des chiens dans la rue, notamment des morsures et des déjections non ramassées par leur maître. Ces mesures devaient entrer en vigueur ce vendredi, mais elles ont toutes été suspendues après une véritable révolte sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont en effet exprimé leur désaccord avec cette politique jugée trop sévère, tout en reconnaissant la nécessité de renforcer la loi contre les agissements de certains propriétaires canins irresponsables. Pour sa part, l'ONG Animalasia a rappelé qu'un chien avait besoin d'être promené au moins une fois par jour, comme démontré par maintes études. Toutefois, il incombe au propriétaire du chien de garder le contrôle sur son animal, poursuit l'association qui invite les autorités locales à travailler avec le public afin d'assurer une cohabitation harmonieuse entre chiens et habitants. Pour Animalasia, la promenade doit être envisagée comme une partie de la solution face aux problèmes d'interaction entre les canidés et les humains. Pour finir ce journal, direction Linxia, une ville de la province du Guangzhou, connue pour sa grande diversité ethnique et sa richesse culturelle. Nous irons découvrir l'art de la gravure sur briques, les couteaux bohon et le fameux babaosha, le thé aux 8 trésors, un reportage signé CGTN. Bonjour, je suis Julie. Je me trouve dans la ville de Linxia, dans la province du Gansu. Le nom de la ville vient de sa situation géographique et signifie littéralement au bord du fleuve, Daxia. Alors, qu'a-t-il de particulier à voir dans cette ville? Venez le découvrir avec moi. Située à près de 150 km de Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, la préfecture de Linxia est une région où réside un grand nombre d'ethnies minoritaires, parmi lesquelles les Hui, les Dongxiang et les Bao'an. Enrichie par les cultures des minorités ethniques, cette région regorge également de sites faisant partie du patrimoine culturel immatériel de la Chine. Dans le centre-ville se trouve la maison Donggongguan, un chef-d'œuvre emblématique de la sculpture sur briques qui est l'un des principaux arts traditionnels locaux. Voici la gravure sur briques, Zhuandiao. La gravure sur briques de Linxia date de la dynastie des Song. Combinant des techniques issues de différentes formes d'art, la gravure sur briques requiert un travail d'une grande délicatesse. Son processus de fabrication est très complexe. Les motifs représentent souvent des animaux ou des plantes typiques de la Chine et racontent parfois des histoires issues de la culture traditionnelle chinoise. Après cette visite dans le centre-ville, je me suis rendue dans un village de l'ethnie Bao'an. Presque toutes les familles de cette ethnie sont spécialisées dans la fabrication des couteaux. Ici, on peut trouver aussi bien des usines de grande envergure que des petits ateliers. Voici un couteau Bao'an, Bao'an Yao Dao. Ces couteaux sont divisés en une vingtaine de catégories différentes en fonction de leur taille et de leur usage. Il faut une quarantaine d'étapes en moyenne pour fabriquer un couteau, mais ce chiffre peut parfois monter jusqu'à 80 pour les pièces les plus complexes. Connus pour leur solidité et leur tranchant, les couteaux Bao'an s'avèrent très utiles dans la cuisine, mais peuvent aussi être utilisés pour se raser ou même se couper les cheveux. En plus d'être des accessoires utilisés régulièrement dans la vie quotidienne, ils sont aussi souvent offerts en tant que cadeau au sein d'un couple ou entre parents et enfants. Durant mon séjour à Linxia, j'ai pris l'habitude de déguster le thé local lors de chaque repas. On y ajoute de nombreux ingrédients comme du sucre candi, des baies de goji, des jujubes, des longanes, des noix et des raisins secs. On le surnomme le thé aux 8 trésors. 这是八宝茶。
Cette boisson est très populaire dans le nord-ouest de la Chine, notamment en raison de ses nombreux bénéfices pour la santé. Le thé aux 8 trésors permet par exemple de faire baisser la température de certaines parties du corps ou encore de maintenir l'humidité des poumons, autant de concepts importants dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est la première fois que je découvrais Ningxia et durant 4 jours. Même comme ça, ce n'était pas suffisant pour tout visiter. J'espère pouvoir revenir très bientôt. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis sur Mandarin TV. Et retrouvez toute l'actualité sur mandarintv.fr. Prenez soin de vous. Excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.